Bienvenue, chers compatriotes, à ce programme que nous allons intituler « Culture noire ». Qui sommes-nous? Éparpillés dans le monde entier, partout on retrouve des Noirs. Croyons savoir d'où nous sommes. Le noir, l'homme noir, la femme noire, oublie bien souvent ses origines, laissant à d'autres le privilège de narrer sa culture. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais quoi de mieux que raconter sa propre histoire? D'où nous vient ce terme si puissant, noir, tant il est chargé d'histoire et de culture. Hélas, combien de noirs sont à mesure de nous dire avec précision où commence, où s'arrête sa culture? Comment définit-on la culture avant de se pencher sur le mot noir? Cet adjectif lourd, nous l'avons dit, de sens, d'histoire, de passé. C'est quoi la culture? Nous allons essayer d'esquisser un tout petit peu le dictionnaire. La culture est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe humain, à une civilisation. Elle se transmet socialement de génération en génération et non par l'héritage génétique et conditionne en grande partie les comportements individuels. La culture englobe de très larges aspects de la vie en société, la technique utilisée, les mœurs, la morale, mode de vie, système de valeurs, croyances, rites religieux, organisation de la famille et des communautés villageoises, habillement, etc. Nous pouvons prendre par exemple, lorsqu'on parle de la culture occidentale, de la culture noire, de la culture asiatique, la culture d'entreprise. On distingue généralement trois grandes formes de manifestation de la culture: l'art, le langage et la technique. Bien entendu, l'art, par exemple la mode, la danse, notre façon d'exprimer notre pensée par la poésie, par la littérature, par l'écriture. Nous l'avons dit, il y a aussi cet autre aspect de la culture, le langage. Comment exprime-t-on les choses? Avec quelle langue parlons-nous? D'où nous vient cette langue? Toutes ces recherches, toutes ces inventions, avec la technique, par la culture, par la technique, nous pouvons aussi obtenir le savoir-faire d'une nation, d'un peuple, d'une communauté et bien entendu d'une culture. Il devient nécessaire de préciser que cette émission a pour objectif de disséquer, de comprendre les origines de chacun d'entre nous. Au début, nous l'avons dit, les Noirs sont éparpillés partout. Si nous allons en Australie, nous trouvons les aborigènes. Si nous allons en Asie, on trouve des Noirs. Dans plusieurs castes d'Inde, il y a des peuples noirs qui sont là de génération en génération. La question ne se pose souvent pas, mais ils ont une histoire. Ils ont un parcours. Ils sont venus de quelque part. Ils ont fait quelque chose. Comment sont-ils arrivés là? Et l'humanité, où est sa place? Parce que bien entendu, dans cette émission, il va s'agir de l'humanité, de la question humanitaire. Comment pensons-nous les choses? Comment nous voyons les cultures, les races, les traditions, les inventions qui viennent modernes ou anciennes? Nous avons besoin effectivement d'arriver à une compréhension absolue de nous-mêmes. Mais nous ne pouvons y parvenir si seulement nous refusons de nous voir tels que nous sommes, si nous refusons d'affronter la réalité. Chaque peuple a une histoire, chaque histoire a un peuple. Et toutes les histoires qui sont racontées, peut-être ne sont-elles pas toujours l'expression ou l'originalité d'un peuple. Alors, s'il fallait répondre à la question de savoir qui nous sommes, quelle serait la réponse que chacun donnerait à cette belle question? Puisque les plus grandes démarches de l'humanité commencent par le savoir de soi-même. Avons-nous besoin forcément de dénigrer l'autre pour se comprendre? Nous ne pensons pas.
Nous avons plutôt besoin de nous expliquer à travers la compréhension de nous-mêmes. Des peuples, nous en connaissons. Mais il y a une chose que nous pouvons tous remarquer, c'est que les peuples sont multiples. Il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs couleurs. Nous avons les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Nous avons plusieurs religions, parmi lesquelles le christianisme, l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam et bien d'autres. Culture noire est ici pour nous détailler dans les détails les plus innovants, nous devons le dire, parce que nous avons l'habitude de nous voir à travers le miroir de l'autre, à travers les mots de l'autre, à travers les explications de l'autre. Sommes-nous fainéants? Sommes-nous léthargiques peut-être dans cette indolence qui s'exprime au jour le jour? Le noir est-il devenu paresseux? Ou peut-être a-t-il été boycotté? L'histoire, en tout cas, nous raconte des belles choses. Nous pouvons nous rendre compte qu'ici, où se déroule cette émission, nous sommes à Pointe-Noire, autrefois appelé Luango. Rien qu'en évoquant le mot Luango, j'ai la chair de poule parce que toute notre histoire s'écrit à travers cette terre. Une terre qu'on a négligée, une terre qu'on a presque oubliée. L'UNESCO s'est penché sur la question, a produit des notes, des manuscrits, des lettres, dans le but de protéger cet espace, cette route, cette voie, par laquelle sont passés des millions d'êtres humains qui ont été traités comme des marchandises et qui se sont retrouvés de l'autre côté du monde. Grâce à Culture Noire, nous allons faire cet effort essentiel de tracer leur parcours, de les traquer à travers les traces qu'ils ont laissées. Ces Noirs qu'on a déportés, qu'on a fait traverser l'océan, qu'on retrouve aujourd'hui en Amérique latine, en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. Ces Noirs, et nous devons le dire, sont nos ancêtres. Au-delà de ceux qui sont restés ici, sur nos territoires, sur nos terres, lorsque nous fûmes encore un territoire tout entier, le royaume Congo comportait une bonne partie des cartes que nous connaissons tracées par l'Occident en Afrique centrale. La Centrafrique, la RDC, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Tchad, une bonne partie des autres peuples et nos autres nations qu'on retrouve sur ces territoires formaient le royaume Congo et bien d'autres royaumes. À Luango, il y avait le royaume Luango. Force est de constater que ce royaume tend à disparaître, les traces de ce royaume. Puisqu'à l'instant où nous parlons, Matombi est en danger. La baie de Luango est en train de subir les menaces de la mer. Aucune protection véritable n'est faite à l'encontre de cet endroit ou à l'avantage de ce lieu pour permettre à ce que l'histoire reste encore et demeure. Alors que Luango est l'un des rares sites au monde dont les traces sont encore bien palpables du passage des esclaves qui sont venus nombreux de l'intérieur de l'Afrique centrale jusqu'à la baie de Luango. Nous connaissons tous, lorsqu'on nous parle de l'île de Gorée, ce que cela voudrait dire. L'attraction touristique, les gens qui s'y rendent en masse, par millions chaque année, et les retombées économiques qui vont derrière. Nous devons aussi rappeler que Luango est parmi, sinon le plus grand site, par lequel a transité la plus grande partie des esclaves qui se retrouvent aujourd'hui en Amérique du Nord et en Amérique latine. Nous pouvons donner comme exemple au Panama, il y a
une culture qu'on appelle la culture Congo. En 2018, cette culture au Panama est entrée dans les objectifs de l'UNESCO comme patrimoine immatériel à protéger dans l'humanité. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon? Des Congos qui ont quitté, il y a des siècles, le territoire de Luango, se sont retrouvés au Panama et continuent de se considérer comme des Congos. Cela devrait nous enseigner un peu plus. Pourquoi nous-mêmes, nous, c'est-à-dire des Congolais, nous, c'est-à-dire des Africains, de l'Afrique centrale, ne faisons pas attention à ce site historique? Dans la ville où je suis, très peu des femmes, très peu des hommes s'intéressent à faire visiter à leurs enfants ces lieux touristiques. Ils s'intéressent à montrer à leurs enfants des lieux lointains qui ont été fabriqués, on va dire, il y a des dizaines d'années, il y a des décennies, il y a quelques centaines d'années. Alors que cette histoire qui est jalonnée par tous ces passages, cette histoire qui est pénétrée de son intérieur par ses profondeurs, par les racines de la souffrance des peuples noirs, cette histoire est négligée. Nous voulons donc là lancer un plaidoyer national, une sorte de patriotisme, pour qu'on se rende compte que nous avons besoin de sauver ce lieu, qui n'est pas simplement un lieu touristique, qui ne devrait pas rester qu'un lieu touristique, mais qui est aussi un lieu d'histoire, une partie de nous-mêmes. Parce que par cette voie, par cette route maritime, par ces marches enchaînées, par ces marches ensanglantées, nous avons pu voir l'histoire et la culture noire s'exporter. Et nous allons le découvrir dans les minutes qui suivent. Nous allons voir que grâce, cette phrase peut sembler cruelle, grâce au déplacement des Noirs déportés d'Afrique jusqu'en Amérique et aux Antilles, le monde a découvert des cultures formidables. Le monde a découvert des artistes. Le monde a découvert des traditions. Le monde a découvert une autre façon de vivre la religion. Et même une autre façon de chanter, une autre façon de danser, une autre façon de vivre. La rumba, qui aujourd'hui est excellée dans le monde oriental et le monde africain, a fait son parcours, se retrouve à Cuba. Nous retrouvons la rumba en Louisiane, dans des multiples traditions et dans les rues des États-Unis où se chantent les belles poésies de cette Afrique lointaine, de cette Afrique vécue, de cette Afrique qui s'est exportée. Il devient pour cela important d'expliquer, d'explorer cette culture, de l'examiner, de l'analyser, de la comprendre et de l'étudier. Mais la vraie question serait de nous poser aussi pourquoi on nous appelle noirs, sachant que noir n'est qu'une couleur, comme tout autre, comme la couleur verte, comme la couleur orange. C'est clair que les peuples se distinguent par la forme physique. C'est pour ça qu'il est important d'étudier l'anthropologie noire. Une question peut-être qu'on ne s'est pas encore posée, l'étymologie, l'épistémologie du peuple noir. Mais je pense que c'est ce que nous nous tardons à faire ici. Il faut savoir que noir, ça vient d'un terme, du latin, nègre. En anglais, on dirait nègre. Niger. Et ça nous rappellerait ces États comme le Niger, comme le Nigeria, qui ont constitué leur tradition à travers le mot noir. Parce qu'il y a le fleuve Niger. Et le fleuve Niger enjonce les deux États. C'est pour ça qu'ils ont choisi pour un autre le Nigeria et pour l'autre le Niger. Mais cela explique beaucoup aussi de la considération qu'on donne à ce mot. Mais il faut savoir que le mot nègre qui est apparu avec l'esclavage, parce que nègre, c'était insultant. C'était pour dire que le noir est un objet. Quand on disait nègre, ça voulait dire un objet. Et nous avons connu à travers notre histoire, tout en jalonnant les pages de cette histoire, nous regardons avec attention et nous pouvons remarquer par exemple qu'en 1705, on remarque qu'il y a cette grande révolte qui se passe en Haïti.
Et cette révolte haïtienne qui se déroule à travers l'histoire, qui va être la première de notre histoire, les premiers Noirs qui se révoltent, ça se passe en Haïti. Et à l'époque, Haïti, c'était Saint-Domingue, donc la République dominicaine d'aujourd'hui et Haïti d'aujourd'hui. Le premier peuple qui s'est rébellé contre l'oppression, contre la colonisation, contre l'occupation occidentale, ce fut bien ces Noirs-là qui sont des Haïtiens. Mais il faut comprendre, ils sont les premiers aussi à nier, à refuter le terme nègre. Ils refusent qu'on les appelle désormais nègres et ils acceptent qu'on les appelle noirs. Parce que bien entendu, comme on peut voir, ils sont marrants, ils s'approchent un peu de la noirceur et ils acceptent cette dénomination, cette nomination, cette appellation du peuple noir. Il est important de souligner que malgré les oublis, que malgré la léthargie, malgré l'indolence de certaines personnes à se rappeler de l'histoire, on peut se souvenir d'un grand écrivain français, un homme important, un dramaturge, un homme classique, Victor Hugo, qui a consacré son premier roman, le premier roman de sa vie, à la question haïtienne, Bug Jargal, qu'il écrivit lorsqu'il avait l'âge, tenez-vous bien, de 16 ans. Et 2 ans plus tard, ce livre fut publié. Et dans ce livre, il nous parle bien de cette révolte. Il soutient les Noirs dans cette révolte. Parce qu'il soutenait l'humanité de toute l'humanité. Pas seulement l'humanité blanche. Il devient donc nécessaire de comprendre que noir n'est pas une insulte. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, certaines personnes à qui on dit noir, ils se sentent insultés. Mais il faut comprendre aussi que cette confusion qui se passe dans leur psychologie est un tout petit peu acceptable, puisque nègre n'est pas loin de noir. Mais nous devons comprendre le noir comme étant des êtres humains faisant partie de la culture humaine, de la race humaine, mais qui portent la couleur noire. Et pour les distinguer, on les appelle les noirs. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de comprendre les parcours, de comprendre les origines de tout un chacun pour savoir par où s'explique la culture, par où se remarque la culture. Et la culture noire peut facilement se remarquer. Dénigrée par certains, nous voulons donner une valeur, nous voulons donner une qualité supérieure à cette culture. Non pas que cette qualité est supérieure à la culture des autres, mais que cette culture fait partie de l'humanité et qu'il devient nécessaire de s'entraîner, d'étudier, de comprendre la culture noire. Parce que notre histoire à nous, n'est pas et ne commence pas qu'avec l'esclavage. Nous savons très bien qu'avant l'esclavage, les Noirs existaient. Et que ces Noirs, lorsqu'ils existaient, qui étaient ces gens? Nous savons très bien qu'on a retrouvé dans l'Égypte antique des signes, des preuves écrites sur des hiéroglyphes. Nous savons très bien que ces preuves disent que le peuple égyptien était en majorité un peuple noir. Des grands historiens comme Hérodote, l'un des premiers, d'ailleurs considéré par l'Occident comme le premier historien, affirme, confirme que les Égyptiens qu'il a croisés lui à son époque, lorsqu'il était en voyage en Égypte, furent noirs. Il décrit parfaitement que ces Égyptiens-là avaient des cheveux crepus. Et nous savons aujourd'hui, par l'histoire, que les Noirs sont un peuple qu'on peut distinguer d'abord par ses cheveux, par leurs cheveux. Les cheveux crepus démontrent bien que nous sommes noirs. À la différence des Occidentaux, c'est-à-dire des Blancs, qui ont des cheveux qui sont droits. Quand vous tirez un cheveu blanc, il est droit. Lorsque vous tirez un cheveu noir, il est arrondi comme ça. C'est ça les cheveux crepus. Hérodote, qui est un grand historien, a démontré que cette histoire était bien vraie. Et nous avons vu nous-mêmes, par nous-mêmes, des preuves sur les murs des pyramides égyptiennes. Nous avons regardé les dessins, les hiéroglyphes, et nous avons bien pu voir les fresques qui sont sur ces murs, qu'il y a beaucoup de noirs, il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des jaunes en Égypte. Ce qui veut dire qu'une partie de notre histoire a été enlevée, sinon n'a pas été rappelée. Une partie de notre histoire n'a pas été enseignée. Il sied donc de comprendre que culture noire n'a pour objectif que de faire intéresser les peuples africains
à leur propre histoire, à leur propre parcours, sans dénigrer l'histoire des autres. Puisque nous le savons, que dans le passé, c'est ce qui fut fait. On dénigra notre histoire dans le but de pouvoir prouver que l'histoire qu'on nous racontait était une histoire supérieure. Alors que l'humanité tout entière, nous le savons, que nous sommes tous pareils. Qu'on ait une couleur jaune, qu'on ait une couleur noire, qu'on ait une couleur rouge, nous avons tous un cerveau, nous avons tous des estomacs, nous avons tous des organes génitaux pour pouvoir faire en sorte que l'humanité continue, se perpétue. Alors, est-ce dire que puisque notre propre histoire a été négligée, puisque notre propre histoire n'a pas eu l'intérêt nécessité ou l'intérêt qu'il aurait fallu qu'on puisse lui donner, puisque notre histoire a été biaisée, puisque certaines personnes ont trouvé bon de faire en sorte que nous n'existons pas, est-ce pour cela que nous allons rester les bras croisés? Est-ce pour cette raison qu'on va arrêter et cesser de nous informer, de plonger dans les livres des grands chercheurs, des grands écrivains africains? Souvenons-nous que Théophile Obenga est encore vivant, des monuments vivants. Combien de Noirs, combien ou sinon combien de Congolais s'intéressent à cet individu qui est encore vivant, à ce monsieur qui représente à lui tout seul, toute une bibliothèque. Pouvons-nous encore nous souvenir de Cheikh Anta Diop, éminent homme politique, historien, égyptologue, un Africain très important? Allons-nous continuer, puisque dans les programmes scolaires que nous avons dans nos bagages ne figurent pas ces recherches? Allons-nous continuer à laisser faire? Allons-nous continuer à écouter, à lire les histoires venant d'outre-tombe, d'autres réalités, parfois qui ne s'expliquent même pas avec notre propre réalité? Mes chers compatriotes, il est temps de faire un tabula rasa, table rase. Si nous croyons être connaisseurs, si nous croyons connaître l'histoire de notre peuple, il est temps de se dire qu'on avait seulement appris quelques lignes. Et maintenant, nous allons essayer ensemble de pénétrer dans l'amphithéâtre de la connaissance. Parce que les connaissances que nous allons déballer à travers cette émission ne sont pas des connaissances inventées. Je ne suis pas un illuminé, je ne suis pas un éclairé. Par contre, je veux me servir de l'éclairage, de la lumière des autres. Des éminents hommes, des Africains, des Antillais, des Noirs américains, comme le disait un écrivain, des Noirs africains, des Noirs antillais. Parce que bien entendu, nous le savons, que l'Afrique n'est pas que peuplée par des Noirs. L'Afrique est aussi peuplée par des jaunes, par des Maghrébins, par certains Arabes. Puisque le monde, l'humanité est une grande famille, c'est pour cette raison, lorsque nous disons culture noire, nous ne faisons pas qu'allusion au noir lui-même. Nous faisons aussi allusion aux autres qui s'attachent à la culture du noir, aux autres qui ont raconté la culture du noir. Et nous allons petit à petit traverser ce grand fleuve de la connaissance, ce grand fleuve de la recherche, ce grand fleuve du savoir qu'on appelle la culture. Parce que c'est par la culture qu'on découvre un peuple. C'est par sa culture qu'on peut le connaître. C'est par sa culture qu'il est ce qu'il est. Et c'est pour cette raison que c'est un génocide culturel que d'oublier les origines, d'oublier les passages, les parchemins qui ont amené un peuple à exister. Et comme nous pouvons le remarquer, il y a eu des tentatives. Nous le savons qu'en Namibie, il y a eu un génocide. On a failli faire oublier de l'histoire les Amas, les Herero. Ces peuples nobles, fiers, grands, ces gens qui ont essayé de lutter nuit et jour pour la survie des peuples Congo. Puisque nous savons qu'il est important de comprendre les origines et nous savons que le peuple de Namibie
est un peuple qui vient des Congos. Nous allons découvrir à travers la prochaine émission que nous aurons, nous allons découvrir à travers Luango l'histoire du peuple Congo et comment ils se sont retrouvés en Afrique du Sud, comment ils se sont retrouvés en Namibie et comment ils ont fait pour parler quasiment les mêmes langues que nous et ils ont fait pour avoir les mêmes traditions et les mêmes coutumes que nous. Mes chers compatriotes, c'était Fredlar le poète. Vous pouvez bien entendu continuer à suivre cette émission sur les réseaux sociaux et nous permettre, en laissant vos réactions, nous permettre de toujours comprendre les grandes questions que vous vous posez pour nous orienter aussi sur les émissions que nous vous donnerons prochainement.